Aujourd'hui, on parle de la collecte de droits d'auteur dans le cloud avec la SACEM. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. Parlez-en autour de vous, à vos collègues. C'est comme ça que la communauté grandit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans les bureaux de la SACEM à Paris, à La Défense. C'est quoi la SACEM ? Peut-être que vous n'en avez aucune idée et c'est bien normal. C'est un business un peu mystérieux que je suis en train de découvrir et très compliqué. J'avoue que chaque fois qu'on rentre dans les détails, il y a une exception pour ceci ou pour cela. Pour éclairer tout ça, comment ça marche, comment la SACEM utilise le cloud AWS et pourquoi, et qu'est-ce que vous faites avec le cloud. J'ai le plaisir d'accueillir Bastien Fiorentino. Tu es tech lead d'une migration d'un produit de la SACEM qui s'appelle YouRights. On va parler de ça pendant cet épisode. Mais peut-être commencer par le début. La SACEM, c'est quoi ? Oui, bonjour, effectivement, la SACEM, tout le monde connaît et personne ne connaît vraiment ce qu'on fait, donc c'est l'occasion d'en parler. Donc la SACEM, c'est le leader mondial des sociétés de gestion de droits d'auteur collectifs. Notre rôle, c'est de représenter les ayants droit musicaux, donc c'est-à-dire c'est les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique, qui sont nos sociétaires. Nous sommes une entreprise à but non lucratif, nous sommes possédés par nos sociétaires, nos membres. Et notre rôle, ça va être de les représenter auprès de l'ensemble des personnes qui veulent diffuser de la musique, qui veulent diffuser de leur musique, pour collecter leurs droits d'auteur, donc c'est-à-dire la juste rémunération de leur travail pour la création de ces œuvres musicales. Et donc nous intervenons au nom de nos sociétaires, les ayants droit musicaux, qui nous mandatent pour aller collecter leurs droits d'auteur et leur reverser. Et nous agissons également au nom des mandants qui nous sollicitent pour aller également les représenter sur tout ce qui est gestion des droits d'auteur de leur catalogue pour collecter l'argent qui leur revient et leur reverser. Un auteur-compositeur, je vois bien, c'est les artistes qu'on connaît, qu'on aime, qu'on écoute en streaming. Un mandant, ça peut être qui par exemple ? Alors un mandant par exemple, ça peut être notre partenaire historique qui est UMPI, Universal Music Publishing, qui représente son catalogue et qui nous délègue la gestion des droits d'auteur de leur catalogue sur la diffusion de musique sur Internet. Ah oui, donc Universal vient vous voir en disant « Bonjour Monsieur SACEM ou Madame SACEM, est-ce que vous pouvez collecter les droits d'auteur pour moi, pour tout ce qui est streamé sur Internet ?» C'est exactement ça. Oui, parce qu'avant, au siècle passé, c'était relativement simple. Vous alliez voir les radios, les télés, les commerces éventuellement, les bars, les salons de coiffure, etc. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'organisais des soirées. Il fallait aussi s'assurer qu'on soit en règle pour la diffusion de musique dans des soirées privées ou publiques sous chapiteau et des choses comme ça. Mais nous sommes en 2025 et ça n'aura échappé à personne qui a de la musique sur YouTube, sur TikTok, qui a Spotify, Apple Music et Amazon Music évidemment. Quel est le périmètre de l'outil dont on va parler aujourd'hui ? Alors effectivement, YouRights s'occupe uniquement de la partie collecte de droits sur Internet. Et Internet est un vrai changement majeur dans l'industrie musicale au niveau de la gestion des droits musicaux, puisque historiquement, sur le territoire national, la SACEM collectait l'ensemble des droits relatifs aux droits d'auteur musicaux sur toutes les utilisations qu'il y avait, effectivement, les fêtes d'étudiants de BDE, mais également les salons de coiffure, les salles de concert, les discothèques, etc. Et ensuite, on reversait à nos partenaires, les autres sociétés d'auteurs internationales, la part de leurs ayants droit, des personnes qui ne sont pas représentées par la SACEM, mais qui sont par une autre société d'auteurs. Il y avait des accords bilatéraux pour permettre de reverser la part des ayants droit internationaux auprès de la bonne société d'auteurs. Donc si je résume, Jean-Jacques Goldman, Cabrel, pour prendre des chanteurs de mon âge, c'est vous qui collectez et vous les payez directement s'ils sont dans la SACEM. En revanche, si on passe du Taylor Swift ou quoi, vous allez donner à une autre société d'auteurs. On collecte sur le territoire national et ensuite on va représente. reverser effectivement la société d'auteur qui représente ces personnes-là. Internet est un véritable virage puisque la diffusion de musique sur Internet est un secteur qui a été mis en concurrence d'un point de vue légal. Donc c'est-à-dire que nous, SACEM, allons représenter uniquement nos ayants droit et nos mandants, mais sur l'ensemble des territoires mondiaux. De la planète. Donc vous allez collecter les sous auprès des diffuseurs de musique sur Internet. Donc évidemment, c'est l'écran que j'ai mentionné, Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, etc.
sur l'ensemble de la planète. Exactement. Des centaines de pays. L'ensemble des diffuseurs de musique sur Internet vont nous déclarer tous les usages de musique qu'ils font. Et ensuite, ça va être à nous, SACEM, d'aller réclamer la part des personnes que l'on représente pour à pouvoir faire le calcul, facturer. des comptes d'apothicaire, alors exactement. autant, etc. On reçoit tout ce qui est diffusé et ensuite c'est à nous d'aller trier au sein de cette botte de paille tous les petites épingles qui sont à la SACEM. Alors avant de parler AWS, comment ça marchait avant d'être dans le cloud AWS? Alors avant d'être dans le cloud AWS, la plateforme U-Rights existe déjà chez un autre provider cloud. Par contre, d'un point de vue technique, nous tirions assez peu parti des capacités offertes par le cloud, notamment le cœur de notre système de processing qui est basé sur Spark et Hadoop était hébergé sur des serveurs bare metal, ce qui posait beaucoup de problématiques en termes de gestion de la volumétrie, puisqu'on ne tirait pas du tout parti de l'intérêt du cloud qui est notamment l'élasticité. Et il faut savoir que au niveau des déclarations, donc c'est U-Rights et la gestion des droits, c'est vraiment quelque chose qui est orienté volume de données. Donc c'est-à-dire que c'est pas un site de e-commerce, on n'a pas des utilisateurs qui se connectent en permanence pour faire des petites requêtes, c'est tout de suite des grosses requêtes, des gros fichiers qui arrivent de plusieurs millions de lignes qu'il faut traiter. Et ça peut arriver d'un coup, on peut recevoir plusieurs milliers de fichiers qui représentent plusieurs centaines de gigas de données à traiter. Quand on les reçoit, on a une période de 3 mois pour les traiter, puisque le cycle de vie de l'industrie musicale, c'est le trimestre. Et donc, du coup, on a cet enjeu-là de traiter cette volumétrie-là au cours des 3 mois. Mais on peut recevoir beaucoup de données sur une semaine, 90% de données sur une semaine, et puis plus rien derrière. Plus rien après. C'est ça. C'est quoi, c'est Spotify qui vous envoie toutes ces données? Par exemple, Amazon, Spotify va nous envoyer les déclarations pour 180 territoires, pour les différentes offres commerciales qu'ils proposent, des offres familiales, premium, individuelles. Parce que les droits d'auteur ne sont pas les mêmes en fonction de l'abonnement. Tout à fait, les contrats que l'on passe avec les différents diffuseurs de musique sont extrêmement dépendants du contexte de diffusion, quel pays est concerné et quelle offre commerciale, évidemment. Une écoute d'un stream d'un utilisateur gratuit n'a pas la même valeur que cette même écoute d'un utilisateur qui paye un abonnement à 18 € par mois, par exemple. D'accord. Et donc, beaucoup de fichiers qui rentrent en entrée, un cluster bare metal non scalable, non élastique, puis des fichiers en sortie aussi, c'est ça l'output? C'est ça, énormément de fichiers. Il faut vraiment voir la plateforme comme un gros ETL qui reçoit des fichiers de déclaration d'entrée très massivement, qui va aller mettre ces fichiers de déclaration-là en relation avec nos référentiels de tarification, nos référentiels d'œuvres, pour savoir qu'est-ce qui est dans le catalogue représenté par la SACEM ou pas, et derrière va aller émettre des fichiers en sortie. Donc les fichiers, ça va être à la fois des fichiers de facturation qu'on va présenter à nos clients, les diffuseurs de musique en ligne, pour leur demander de régler comptablement les droits musicaux. Également des fichiers qu'on appelle CCID qui permettent de prouver aux diffuseurs de musique que les sommes qu'on lui demande sont bien légitimes, que sont bien des offres qui sont représentées que la SACEM représente au nom de ses ayants droit et de ses mandants. Et enfin derrière, les fichiers qu'on appelle de répartition qui permet cet argent-là que l'on collecte auprès de nos clients, de les redistribuer. Ouais. Comment est-ce qu'on les répartit auprès de nos ayants droit et de nos mandants, puisque la vocation de la SACEM, c'est pas de garder de l'argent, on est une société à but non lucratif. Notre objectif, c'est de reverser un maximum des droits qu'on collecte aux bonnes personnes, de la manière la plus juste possible, avec la précision la plus fine possible, ce qui demande effectivement des calculs et de la sollicitation de nos infrastructures assez élevée pour descendre à la granularité la plus fine possible de la chanson en particulier, diffusée sur un territoire en particulier, avec une offre commerciale en particulier, pour identifier exactement qui sont les ayants droit de cette œuvre-là. Tu as une idée du volume financier que ça représente? Oui, alors la partie online, c'est globalement 1/3 des collectes de la SACEM annuelle. Donc évidemment, c'est un des premiers, si ce n'est le plus gros pôle de collecte de la SACEM. Donc on est sur un volume financier de 500 millions d'euros uniquement sur le online. Donc c'est un pipeline ETL à 500 millions d'euros. On ne peut pas se tromper dans ce pipeline-là. On ne peut pas se tromper et il faut qu'on soit capable effectivement de traiter ces 500 millions d'euros-là trimestriellement. Donc on a vraiment des jalons très forts à tenir techniques où on est obligé d'avoir terminé les traitements techniques et fonctionnels sur ces données-là à des dates précises. Alors comment on prend la décision, comment on migre un pipeline à 500 millions d'euros? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement ça tire un certain nombre d'enjeux puisque la plateforme ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Ah oui, pas question de dire on arrête pendant un an. On ne doit pas effectivement figer, on ne doit pas arrêter la plateforme existante et on doit la déporter sur AWS sans aucune régression fonctionnelle puisque le domaine de la musique sur online est très complexe, il y a énormément de règles métiers et fonctionnelles différentes et donc du coup ça a été
un des principaux enjeux du cadrage de cette migration-là, de savoir comment est-ce qu'on allait faire pour prendre la plateforme qui est existante sur le provider cloud historique, la migrer sur AWS, en également, c'était pas juste un simple transfert de plateforme, c'était en la modernisant, parce que la plateforme ne répondait plus à nos enjeux. On a parlé de la problématique de volumétrie à ingérer, mais il y avait également des problématiques autour de notre capacité à faire évoluer la plateforme. Le milieu réglementaire et industriel de la musique sur Internet est très évolutif, très mouvant. Il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent chaque jour. Il y a des nouvelles réglementations qui apparaissent régulièrement. Et on avait des difficultés sur cette plateforme historique à la faire évoluer. Il faut savoir que d'un point de vue organisationnel, on était vraiment séparés. Donc il y avait tout le pôle métier, fonctionnel, expertise autour de l'industrie musicale qui était portée par la SACEM. Et on s'appuyait sur un partenaire pour tout ce qui était la partie réalisation technique. Et effectivement, on avait des difficultés à exploiter et à faire évoluer cette plateforme-là. On n'était pas 100% aligné sur les objectifs à atteindre et comment y arriver. Et donc, du coup, on avait une plateforme qu'on avait du mal à faire répondre aux exigences de l'industrie. On mettait en prod 2 fois par an grand maximum. On avait des time to market pour les nouvelles fonctionnalités de l'ordre de 7 ou 8 mois. Wow. Et ça nous posait beaucoup de problèmes puisque les demandes métiers s'accumulaient et on n'était plus qu'à dire compte. Et donc du coup le problème c'est que quand on se retrouve sous l'eau sur les évolutions imposées par l'industrie, toute la partie modernisation, gestion de la dette technique était complètement laissée de côté. Donc on n'était que sur des technologies qui étaient complètement obsolètes, qui n'étaient plus supportées. On était encore sur du Spark 1.6, on était encore sur du Java 8, ce genre de choses, des middleware qui n'étaient plus supportés par les éditeurs, donc on avait des vrais problèmes de sécurité. Et donc du coup, cette migration-là a été l'occasion également de moderniser notre façon de faire et qu'est-ce qu'on faisait sur cette plateforme-là. Comment vous êtes pris, quelles sont les grandes étapes de cette migration ? Alors, les grandes étapes, on a d'abord commencé par vraiment voir ce qu'on se sentait en capacité de faire. La première chose qui nous a semblé évidente, c'était le fait qu'on devait déjà retrouver de la capacité à faire sur la plateforme, parce qu'il n'était pas question de démarrer un nouveau produit à côté de zéro. Il y a vraiment tout recodé, vous aviez des années de règles métiers. Des années de règles métiers, effectivement, on a plusieurs millions 1 million de lignes de code. Et donc du coup, c'était pas envisageable d'un point de vue à la fois temporel et économique de refaire tout de zéro. Donc on s'est dit, il faut qu'on s'appuie sur l'existant, il faut qu'on s'appuie sur les équipes qui sont en place. Par contre, il faut revoir notre façon de fonctionner au niveau du projet. Donc on a eu une première phase qui a duré à peu près 1 an, où on a rationalisé notre manière de fonctionner d'un point de vue équipe projet. Donc c'est-à-dire qu'on est repassé sur une seule équipe entièrement pilotée par la SACEM, que ce soit d'un point de vue fonctionnel et technique. Donc c'est-à-dire qu'on avait un pilotage SACEM avec évidemment s'appuyant sur des partenaires et des prestataires pour nous aider à réaliser, mais on a repris la compétence technique d'un point de vue SACEM pour se rassurer sur notre capacité à faire. Ensuite, on a fait un gros travail de rationalisation de l'architecture qu'on avait, puisqu'on avait beaucoup de technologies différentes, beaucoup de bases de données différentes. On avait plusieurs langages ou frameworks qui servaient aux mêmes besoins. Typiquement, notre gros pipeline ETL, dont l'objectif c'est de prendre des fichiers et de les croiser avec des référentiels pour sortir des fichiers au fur et à mesure. On avait à la fois du Spark et du Data Stage qui cohabitaient, pour faire les mêmes choses. Des fois même, on avait la partie traitement des données musicales qui était en Data Stage, puis la partie traitement des données audiovisuelles pour la même étape de processing qui était en Spark. Et donc du coup là on a eu ce premier travail là qui était de, en place, sans parler d'AWS, sans s'inquiéter avec le nouveau, rationaliser ce qu'on a, rendre le périmètre technique plus petit pour être davantage évolutif et nous faciliter la migration. La seconde étape, ça a été de commencer à mettre des satellites sur AWS. Qu'est-ce que tu appelles des satellites ? Des petits composants qui n'étaient pas au cœur du processing. Des plus petits pipelines. Voilà, des plus petits pipelines, des plus petites technologies très particulières, notamment de la BI. On a refondu le module de BI, on s'est appuyé sur Athena et S3. Pour faire ça, ça on l'a fait directement sur AWS. Dans le cadre de la refonte du module de BI, on a fait directement un module AWS parce que c'était facile, c'était des échanges fichiers, on maîtrisait un petit peu la complexité technique. Donc on a commencé à faire ça et à déployer sur AWS des petits composants, ce qu'on pouvait extraire facilement de la bête, j'ai envie de dire. Et donc ça nous a permis de nous rassurer sur une manière d'exploiter sur AWS et d'opérer la plateforme. Oui, c'est mettre les pieds dans l'eau, se dire tiens finalement elle est bonne, Exactement. Donc maintenant je peux y aller un peu tester plus loin. Notre organisation aussi, puisque on est passé d'une organisation plus traditionnelle avec un infogérant qui exploitait la partie technique de notre plateforme et l'équipe de développement qui était vraiment là pour réaliser les features. Et on est passé vraiment sur un modèle, avec la migration AWS, sur un modèle you build it, you run it. C'est-à-dire que les développeurs directement sont en charge
du bon fonctionnement de la plateforme jusqu'en production. Et effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, votre DevOps. Prendre des petits modules, exactement. Acculturer les développeurs à ça, c'était important pour se rassurer et être confiant sur la suite. Une fois que ces satellites étaient en place, il a fallu faire le gros du morceau. Exactement. Donc une fois qu'on avait rationalisé les différentes technologies, qu'on avait le périmètre le plus petit possible qui restait sur la plateforme en place, qu'on avait commencé à externaliser les satellites, il a fallu s'attaquer au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, on ne souhaitait pas faire juste un simple lift and shift, comme je l'ai expliqué, parce qu'on voulait tirer vraiment parti de l'intérêt du cloud et également moderniser les infrastructures. Donc on a été obligé de prendre tout d'un coup. On n'a pas pu découper, c'était pas possible vis-à-vis des contraintes de volumétrie et d'exploitation. Donc on a pris un an. Pendant un an, on s'est attelé à moderniser toute la plateforme sur une branche séparée. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de notre code, on avait 2 branches. La branche historique qui devait continuer à fonctionner et pour pouvoir faire tourner la plateforme actuelle, qui ne pouvait pas s'arrêter. Et une autre branche sur laquelle on faisait toutes les montées de version, toutes les migrations. On est passé de Spark 1.6 à Spark 3. On a pris tous les applis web qui tournaient sur WebSphere, on les a migrés vers Spring Boot. Tout ça pour arriver sur une infrastructure AWS fonctionnelle. On a mis un an à faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir cette double infrastructure, on est passé en mode double run. Donc c'est-à-dire que pendant une période de 3 mois, on a fait tourner les 2 infrastructures en parallèle, entièrement répliquées. Donc c'est-à-dire qu'on avait vraiment dupliqué tous les flux fichiers, toutes les actions utilisateurs au niveau des appels des API REST. On avait mis du forwarding pour transférer de la plateforme qui était en service vers la plateforme AWS. Ce qui nous a permis de voir la plateforme tourner pendant 3 mois. Donc évidemment, on a dû payer l'infrastructure pendant 3 mois en double. Oui, ça veut dire payer 2 fois aussi. Des gros arbitrages à avoir, effectivement, parce qu'on payait en double. Mais ça nous a beaucoup rassuré, ça a rassuré notre métier sur le fait que dans le cadre de cette migration-là, on n'avait pas eu de régression, on n'avait pas cassé des choses qui fonctionnaient. Parce que le plus important, c'était pas de moderniser la plateforme, c'était que la plateforme fonctionne. On ne pouvait pas se permettre de perdre la plateforme et on ne pouvait pas se permettre non plus de faire un rollback une fois qu'on était passé sur AWS, de revenir en arrière et retourner sur l'ancien. C'était pas possible d'un point de vue référentiel et données. Et donc du coup, on devait être sûr au moment de la bascule que tout allait se processer comme ça a été sur l'historique. Et comment vous disiez ça ? Vous avez développé des applications temporaires qui allaient comparer les outputs. Tu disais l'output du pipeline essentiellement c'est, je simplifie très fort, c'est 3 fichiers, 3 groupes de fichiers, la facture, ce que tu as appelé CCID. Le CCID, exactement. Et puis la répartition pour les ayants droit. Et donc vous compariez l'output de la plateforme AWS à la plateforme, l'ancienne plateforme. Exactement. Sur les 1 an où on a passé à moderniser la plateforme, une partie significative de ce temps-là a été dédiée à créer des outils temporaires qui étaient là pour nous permettre de faire ce parallel run. Le parallel run, c'est vraiment la clé de voûte de notre stratégie de migration, parce que c'était elle qui nous permettait de valider que les 500 millions d'euros qu'on était censé collecter en 2025, ils seraient bien collectés et que nos ayants droit toucheraient bien l'argent qui leur revient. Et donc du coup, on a développé 2 types d'outils. Les outils de comparaison, effectivement, qui étaient là pour aller scanner tous les fichiers et tous les outputs qui étaient produits par notre plateforme et aller les mettre en relation 2 à 2 entre la version AWS et la version historique. Et un autre groupe d'outils qui étaient les outils de proxification, où là, l'objet, c'était des petits composants qui avaient vocation à faire des flux qui soient alimentés en Y des 2 côtés, que ce soit en termes fichiers ou en termes API REST et gestion des référentiels de données. Donc 3 parties, la modernisation de l'ancienne plateforme, la migration elle-même, le portage, je devrais dire, et puis le parallel run, en tout un peu plus d'1 an, c'est ça ? Tu as dit 1 an pour le... C'est ça, 1 an et demi en tout, en gros 6 mois de rationalisation sur l'existant et 1 an de processus de migration. Une partie qui manque là-bas, c'est le déplacement des données, parce que vous aviez beaucoup de données, vous aviez vos référentiels dans des bases de données relationnelles diverses et variées, tu as dit, et puis les fichiers, l'historique des fichiers. Comment ça s'est passé cette partie-là ? Effectivement. Alors après la rationalisation sur l'existant, on s'est retrouvé en fait avec 2 grands pôles de données. D'abord, il y avait en object storage tout ce qui était les fichiers de processing. Donc là-dessus, on avait... entrée-sortie. C'est ça, entrée-sortie. On avait 350 teraoctets de données. Et le deuxième pôle qui était autour des 350, données... je reviens parce que tu dis ça comme si c'était normal, mais tout le monde n'a pas 350 terabytes de données à gérer. Effectivement, le gros enjeu de la bascule était sur ces données-là. Sachant que en fait on a autant de volumétrie de données parce qu'à la fois on gère à une granularité extrêmement fine les collectes de données, donc comme j'ai dit au niveau du territoire de la plateforme de diffusion et des offres commerciales, donc c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple en 2024 on a traité 1000 milliards de streams, donc ça produit du volume en continu.
Et en même temps, on a des enjeux réglementaires autour de l'auditabilité, puisque régulièrement, la SACEM est auditée pour valider que les règles de collecte et de répartition des données qu'on effectue respectent bien à la fois le cadre légal et le cadre des statuts de la SACEM qui sont votés par nos sociétaires. Et donc, du coup, il faut qu'on soit capable de prouver à chaque instant la validité de nos calculs, et ce, sur une période de 10 ans. Wow. Donc, c'est-à-dire vous devez garder toutes ces données. On doit tout garder pendant 10 ans. Pendant 10 ans, donc 350 Tera, c'est 10 ans de alors, données. Aujourd'hui, c'est pas 10 ans, puisque la plateforme a été mise en service en 2018. Donc, pour le moment, c'est que 7 ans. Ça va progressivement gonfler pendant encore 3 ans. Et ensuite, ça va se stabiliser en termes de durée de rétention. Mais comme la diffusion de musique sur Internet ne se fait que s'amplifier. Ça fait 50 Tera par an, si je compte bien. Donc 10 ans, vous allez arriver à 500 Aujourd'hui, Tera. on a beaucoup plus que 50 Tera par an, puisqu'il y a 10 ans, ça augmente. Ça augmente de manière très importante. Et c'est un des enjeux de YouRights, c'est que la musique sur Internet explose. Vraiment, on a des croissances exponentielles. Si je reviens sur les chiffres de stream, en 2012, la plateforme, l'ancêtre de YouRights, avait traité 40 milliards de streams. 12 ans plus tard, en 2024, on était à 1000 milliards de streams. Wow. Donc les volumes augmentent énormément. Et un stream, c'est une ligne dans les fichiers que vous recevez, ou les plateformes agrègent ça? Non, on est agrégé, effectivement. Les plateformes nous déclarent leur catalogue par territoire et par offre commerciale. Et ensuite, sur chaque ligne, on a un nombre de streams qu'on doit processer. 350 Tera de données à bouger d'un cloud vers un autre, ça prend du temps. Et puis comment on s'assure que tout a bougé, que tout est correct Effectivement, la reprise de données, c'était un des enjeux très forts de cette migration-là, puisque ça répondait à des contraintes légales et opérationnelles sur la plateforme. Les 350 téraoctets de données, ça prend du temps, et on n'avait pas le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on avait réussi à négocier effectivement avec nos utilisateurs, c'était le fait de couper la plateforme pendant 48 heures. Donc on avait 48 heures pour faire la bascule entre la plateforme historique et AWS. Après les 3 mois de Après les 3 mois de parallèle, exactement. Donc du coup, on a dû effectivement se pencher sérieusement sur les outils qui pouvaient nous permettre de faire cette bascule-là. AWS propose un certain nombre d'outils. En l'occurrence, pour l'Object Storage, l'outil préconisé par AWS, c'est DataSync. On l'a utilisé, on l'a poké, on l'a pas mal trituré pour qu'il réponde à nos besoins, et on n'a pas réussi à faire en sorte qu'il réponde à nos contraintes, à la fois d'un point de vue temporel, temps d'exécution pour les transferts, et d'un point de vue financier, puisque transférer beaucoup de données d'un endroit A vers un cloud, notamment d'un cloud provider vers un autre cloud provider, ça attire d'énormes enjeux financiers quand on parle de 350 téraoctets de données, puisque tous les cloud providers, AWS, mais les autres également, facturent la sortie des données, et également facturent les appels API sur les services. C'est le cas sur S3, donc si vous avez beaucoup de petits fichiers, tout à fait. Et on a énormément de petits fichiers, et donc du coup, DataSync, malgré tout ce qu'on a essayé de faire, on a essayé d'échanger avec le support, ne répondait pas à notre enjeu, sur la partie financière notamment, parce qu'il n'était pas assez configurable sur la manière de transférer les fichiers, et donc du coup, ça nous faisait des centaines de millions d'appels API à chaque synchronisation, ce qui faisait exploser la facture. Donc on s'est tourné vers un autre outil open source qui s'appelle Airclone, qu'on a fait tourner sur des machines EC2 hautement parallélisées. Évidemment, on avait plusieurs dizaines de machines qui tournaient en parallèle pour faire le transfert de toutes ces données-là de l'ancien système de stockage vers Mais vous n'aviez qu'un delta à faire pendant ces 48 heures. Je suppose que le bulk, enfin le gros était déjà transféré, c'était juste ce qui avait changé depuis le dernier temps. Exactement, et c'est là où DataSync ne nous a pas permis de faire ça de manière efficace, puisque lui, à chaque delta, rescanner l'ensemble de la donnée qu'on avait déjà transférée, ce qui faisait augmenter les coûts. Et base de données, même chose, vous aviez dû faire une copie incrémentale des bases de données? Oui, alors effectivement, sur les bases de données, on utilise l'outil DMS. On n'a pas pu faire une copie incrémentale, puisque à l'époque, DMS ne permettait pas de faire du CDC sur les bases DB2 qu'on avait en source. Donc on faisait uniquement des transferts complets. Alors DMS, c'est Database Migration Service, et CDC, c'est Change Data Capture. 10 sur 10. Non, c'est pour que tout le monde puisse rester avec nous. Tout à fait, pardon. Mais sur la partie SQL, on avait moins d'enjeux, puisque la volumétrie était moindre. On avait juste la base de gestion de l'application, qu'on était à 100 gigaoctets. Donc on avait moins d'enjeux de volumétrie. Par contre, effectivement, on a quand même eu des enjeux temporels, puisque l'outil DMS qui permet
à la fois de transférer la donnée, mais aussi la convertir entre les différentes technologies. C'est surtout là où ça nous intéressait. Oui, changer de base de données pour passer vers Aurora Postgres. Ouais. Exactement, de DB2 vers Aurora Postgres. Cette technologie-là donc fait très bien ce job-là de convertir la donnée. Il y avait quand même quelques petites choses à paramétrer à la main parce que c'était pas converti en automatique, mais là où on a eu plus de difficultés, c'était sur la partie validation de la donnée, où là par contre c'était beaucoup plus lent, et notamment selon les types de données, on avait des contraintes de capacité où en 48 heures ça tenait pas. Donc on a dû faire des arbitrages selon les tables transférées pour savoir lesquelles on validait, lesquelles on validait pas, et à côté de DMS faire nous-mêmes des validations manuelles en fin de transfert. Sinon, on n'aurait pas tenu dans la time frame des 48 heures qu'on nous avait accordé. Pendant un an, les règles métiers elles vont évoluer aussi, je suppose. Donc le code de la plateforme source continue d'évoluer après sa modernisation, mais avant sa migration. Vous avez dû maintenir les deux en parallèle. Effectivement, c'était un gros enjeu, c'est que YouRights, ça traite de l'online, comme je l'ai dit, c'est un secteur de l'industrie musicale qui évolue énormément. Et donc, du coup, il y a des demandes métiers en continu. On avait une grosse douleur sur la plateforme existante, comme je l'expliquais, qu'on n'arrivait pas à faire évoluer, qu'on livrait très lentement, donc on avait un backlog extrêmement rempli de demandes fonctionnelles. La rationalisation en place nous a permis, la rationalisation en place et l'optimisation de l'organisation de nos équipes nous ont permis de rattraper ce retard-là. Donc du coup, on a d'abord vidé notre backlog fonctionnel avant d'obtenir l'arbitrage auprès de nos utilisateurs, de stopper toute évolution fonctionnelle. Donc ils ont accepté de figer pendant 6 mois. Au final, quand on a commencé à mettre en place vraiment la partie migration vers AWS au niveau du code source, passer les Spark en Spark 3, faire les montées de version des différents composants, passer sur Spring Boot au niveau du portail, on s'est aperçu qu'on maîtrisait assez bien la plateforme maintenant, qu'on était assez confiant, et donc du coup on a pu en avance de phase réouvrir le robinet des demandes métiers. Bonus, voilà, c'est ça. On vous a pour satisfaire au mieux nos clients et avoir la plateforme la plus à jour possible. Et c'est vrai que ça nous a permis vraiment de gagner la confiance de tout le monde, le fait de montrer qu'on était capable de mener de front à la fois les évolutions, enfin la migration vers AWS et les évolutions fonctionnelles qui nous étaient demandées. Oui, c'est bon pour le moral des équipes, mais c'est aussi bon pour le business. Ils voient que vous maîtrisez la plateforme et que on sort de l'ancienne période. Alors cette plateforme, on en parle depuis une vingtaine de minutes maintenant. C'est quoi techniquement sur AWS? Si on suit la data, ça arrive comment? Ça se transforme comment? Ça sort comment? Alors, si on suit la data, le cœur du réacteur, c'est vraiment le pipeline de transformation fichier. Et les fichiers arrivent comment? Ils sont droppés sur S3, c'est du FTP, Alors, principalement, on a un partenaire qui s'appelle Bimat, qui reçoit les déclarations de l'ensemble des diffuseurs de musique en ligne et qui va nous les transformer sur un format standardisé. Et il nous envoie ça directement sur S3 via les API S3. Et ensuite, on a quelques autres flux de fichiers plus petits en volume, notamment autour de l'audiovisuel, qu'on va recevoir sur nos infrastructures on-prem SASM et qui sont ensuite déversés directement dans nos S3. Donc ça, c'est vraiment l'arrivée des déclarations sur notre référentiel. À partir de là, il va y avoir toute la partie processing qui va se déclencher. Donc là, on est toujours sur du Spark, comme j'ai dit, Spark 3, et on va tourner sur AWS EMR. Elastic Map Reduce, donc des clusters à l'origine Hadoop, mais maintenant essentiellement Spark. Oui. Tout à fait, des clusters Hadoop. Et nous, dans le cadre de la rationalisation, on a enlevé toutes les technologies qu'on utilisait autour d'Hadoop, on a gardé uniquement Spark. Donc du coup, sur nos EMR, on ne fait tourner que le Spark, qui va être en charge donc de prendre tous les fichiers et aller faire les croisements avec les différents référentiels qu'on peut avoir là. Et les référentiels, c'est des bases de données relationnelles? C'est des bases de données, alors ça dépend, ça va dépendre des référentiels. Ceux qui sont en interne côté YouRight, effectivement, c'est une base de données Aura Postgre. Et ensuite, on va avoir des échanges de fichiers avec d'autres applications de la SASM qui peuvent être sur AWS ou en on-prem et qui vont nous répondre avec des formats de fichiers également parce que vu nos volumétries, faire des appels REST aurait assez peu de sens. Donc c'est l'échange de fichiers. Oui, ici on est bien dans un contexte batch. J'ai un fichier qui arrive, je le traite. D'ailleurs, vous le traitez immédiatement quand il arrive ou vous avez des fenêtres de traitement? Genre, on lance les traitements tous les matins à telle heure? Quand les fichiers de déclaration arrivent, on les ingère tout de suite. C'est la première étape qui est d'ailleurs assez coûteuse. C'est le fait de l'ingérer dans notre plateforme, traiter, découper les différents types de données qu'il y a dans les fichiers, les mettre dans des espaces dédiés et les afficher à nos utilisateurs. Et ensuite, l'utilisateur reprend la main pour choisir qu'est-ce qu'il déclenche quand. Il peut y avoir des enjeux de regroupement de déclarations, des enjeux de pré-validation. Il y a certains fichiers qui vont suivre un workflow qui va être interrompu à certaines étapes pour permettre au métier d'apporter de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de
validation de la qualité de la donnée ou en termes d'amélioration des processus d'identification. Et donc, du coup, l'utilisateur va intervenir à différentes étapes du pipeline. Et ensuite, une fois qu'il a terminé les étapes manuelles, le pipeline se relance en automatique. Et effectivement, là, ça déroule tout seul avec un mécanisme d'orchestration qu'on a fait qui permet de déclencher les différentes étapes de traitement. Au niveau métier, j'imagine la complexité. Ça a l'air simple comme ça. On reçoit un nom d'interprète, un titre de chanson. Il faut aller retrouver les ayants droit, qui est l'auteur, le compositeur. Je suppose qu'il peut y avoir des versions différentes selon les années, des trucs. Ça doit être une complexité à s'arracher les cheveux. Ça tourne en combien de temps Non, pardon, on va continuer. Donc vous ingérez les données. Ensuite. Donc une fois que les données sont ingérées, on va, donc, comme je disais, redonner la main à l'utilisateur. Et pour ça, on a tout un module d'administration qui est une application 3 tiers très classique avec un front-end qui est sur Angular, hébergé sur un ECS Fargate. Dockerisé. Et donc une appli web Angular et en back-end. En back-end, on a une appli Java avec Spring Boot, également sur ECS Fargate. Et derrière en base de données du Aurora Postgre, en serverless, puisqu'il y a assez peu d'enjeux de volumétrie, comme je le disais. Et donc à la sortie de ce pipeline, vous avez vos fichiers qui arrivent de nouveau sur S3. Tout à fait. L'ensemble des fichiers sont stockés sur S3. Et puis là, je suppose qu'il y a d'autres process pour envoyer la facture, pour toute la partie comptabilité, votre back-office. On s'interface avec nos back-office de facturation, et puis derrière, pour les envois pour les clients, ça va être très spécifique, très divers. Et là, il y a des petites applications dédiées à envoyer à chaque client de la manière dont il souhaite les différents fichiers dont il a besoin. Et ça prend combien de temps entre le moment où un fichier arrive et le moment où la facture est prête ? Alors, au niveau du processing technique purement, ça va assez vite parce que grâce à AWS, on est capable de démarrer des clusters EMR à la demande. Donc de traiter les fichiers en avoir plusieurs en parallèle aussi éventuellement. Ouais. Et donc du coup, suite à la migration sur AWS, maintenant on traite, par exemple, pour donner un exemple, l'ensemble des déclarations de Spotify, donc pour les 180 territoires à peu près sur lesquels ils nous envoient des déclarations pour l'ensemble des 4 ou 5 offres, je ne sais plus qu'ils ont. Pour les 560 fichiers qu'ils nous envoient, qui représentent plusieurs dizaines de millions de lignes, on traite ça en 2 jours pour un mois de déclaration. 2 jours de calcul, 48 heures à peu près 48 heures de calcul, exactement. Wow. C'est qui est un apport énorme puisque ça permet de dégager énormément de temps à nos utilisateurs pour aller, comme je disais, affiner les traitements, affiner le processing et du coup être au plus près de l'usage réel pour représenter au mieux nos ayants droit et demandants et faire en sorte qu'ils aient la répartition la plus juste à la fin. Okay. Et ces 2 jours, c'est vraiment juste pour faire ce calcul initial, cet ETL dont tu as parlé, de dire qui sont les ayants droit, comme tu as dit, il y a le back-office derrière, qui ont encore des traitements après. Oui, tout à fait. On est sur une temporalité de 3 mois au niveau des déclarations, c'est-à-dire qu'on reçoit les déclarations et derrière on va répartir l'argent 3 mois plus tard, parce que derrière il y a toute une question comme je le disais, d'affinage des calculs automatisés et derrière d'envoyer les factures auprès des clients, le fait que les clients les payent et ensuite qu'on soit capable de répartir l'argent qu'on a effectivement reçu. Oui, ça ne s'arrête pas là. Le pipeline, c'est juste une petite partie tout à fait. De l'histoire. Mais plus cette partie-là est courte, plus on peut apporter de la valeur ajoutée derrière. Tu as parlé de modernisation de la plateforme. Il n'y a pas que l'ETL, il y a les outils annexes de monitoring, les dashboards opérationnels, je suppose. Et puis, je suppose, de l'autre côté aussi, du CI/CD. Est-ce que vous avez profité de cette migration pour faire un saut opérationnel et en matière de DevOps à tous les niveaux ? Oui, tout à fait. Effectivement, sur la plateforme existante, on était un petit peu sur une extension du SI de la SACEM. Donc, c'est-à-dire qu'on avait la plateforme Murite qui tournait sur ce cloud provider externe. Et c'était un peu en dehors de tous nos process IT standards. Le fait de récupérer cette plateforme-là, de récupérer la maîtrise technique et de l'amener sur AWS, nous a permis de revenir sur les standards de la SACEM, que ce soit en termes d'industrialisation, d'infrastructure as code, qui est quelque chose qui est très important pour la SACEM, pour nous permettre d'avoir une flexibilité opérationnelle dans les évolutions des plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de déployer des environnements assez facilement pour nous permettre de laisser de l'espace à nos testeurs pour explorer les nouvelles fonctionnalités, vérifier la non-régression, etc., faire des tests de volumétrie. Tout ça, on ne l'avait pas avant, on avait des environnements qui étaient plus contraints. Ça nous a permis de gagner en capacité opérationnelle à livrer fréquemment, parce qu'on avait plus de flexibilité. Oui, tu parlais de 2 livraisons par an avant, maintenant vous livrez en continu ?
Maintenant, on livre pas en continu, mais on livre plusieurs fois par mois. Mhm. Et surtout, on est capable d'avoir un environnement ISO production en termes de configuration et même de volumétrie de données si nécessaire en quelques heures, là où avant c'était totalement inimaginable que de tester, de dupliquer tous les volumes de données pour tester. Ouais, c'était extrêmement compliqué. Ah oui, il n'y a pas que ça. J'ai parlé de l'opérationnel et du CI/CD, mais il y a également l'infrastructure as code. Maintenant, vous pouvez dupliquer des environnements à la volée. Exactement. À la demande. Et à la demande, et surtout ISO production avec une configuration qui est la même, alors pas en dimensionnement, mais en composants et en configuration des composants, entre la production et les développements, ce qui permet aux développeurs d'être beaucoup plus proactifs dans le fait de livrer quelque chose qui soit au standard de la production, là où avant il pouvait y avoir des surprises quand on arrivait en production, d'index mal placés, de requêtes mal écrites, et qui n'étaient pas forcément de la responsabilité du développeur, puisque la production c'était pas leur domaine, c'était pas chez eux, c'était quelqu'un d'autre qui opérait, c'était un peu plus flou, et du coup on avait de la qualité qui n'était pas forcément au niveau, des incidents de production qui étaient longs à régler, puisqu'il y avait plein d'acteurs qui intervenaient et qui n'avaient pas les outils techniques pour nous permettre de reproduire ça facilement en dehors des environnements de production. Plusieurs livraisons par mois, un mode DevOps, de l'infrastructure as code, ce sont quelques-uns des bénéfices. 2 jours de traitement, où vous en aviez beaucoup plus avant, ça c'est quelques-uns des bénéfices. Quels sont les autres bénéfices de cette nouvelle plateforme ? Alors au niveau des bénéfices, ils ont été multiples. On avait cadré avant le démarrage de la réalisation pour justifier le financement de ce projet-là, on a cadré différents enjeux, et on a l'agréable nouvelle que tout s'est à peu près rempli comme on s'y attendait. Donc effectivement, il y a, comme tu l'as dit, les temps de traitement qui ont été divisés par 10 par rapport à ce qu'on avait historiquement, ce qui nous permet de, comme je disais, laisser plus de temps au métier pour faire de la valeur ajoutée, mais également anticiper les augmentations de volumétrie, puisque le online ne fait que grossir chaque année, on a de nouveaux acteurs, on a davantage de diffusion sur des nouveaux pays, etc. Oui, il y a 2 ans, il n'y avait pas TikTok, maintenant vous gérez aussi TikTok. Exactement, en gros la volumétrie a été multipliée par, pour donner un ordre d'idée, par 150 en termes de données en 10 ans. Donc ça fait des gros enjeux, et effectivement sur l'ancienne plateforme, à chaque nouvel arrivant sur la plateforme, on était un petit peu en sueur, en se demandant est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, est-ce qu'il faut rajouter des nouveaux serveurs bare metal dans le cluster, mais les OS ne sont plus supportés, qui va les installer, etc. C'était un peu compliqué. Donc là-dessus, effectivement, sur la volumétrie, ça nous a énormément simplifié la vie aujourd'hui. Il y avait également un enjeu de sécurité, où l'U-Rate et l'online, c'est 1/3 des collègues de la SACEM, donc c'est quelque chose qui ne doit jamais tomber. Donc on avait une certaine sensibilité à la sécurité. Alors, la disponibilité aussi, donc il faut que cette plateforme tourne tous les jours. Exactement. Alors, au niveau de disponibilité, on n'est pas une plateforme de e-commerce, donc c'est-à-dire que si pendant 1 heure c'est indisponible, personne ne le voit. 1 heure, oui, mais pas une semaine. Exactement. On a l'enjeu des 3 mois, qui est le période de répartition, et il faut qu'à la fin des 3 mois, on ait émis les fichiers. Et si on ne les a pas émis pour l'ensemble des diffuseurs de musique en ligne sur Internet et l'ensemble des collectes que l'on doit faire, c'est vraiment très problématique au niveau de la SACEM. Et donc du coup, AWS nous apporte cette sécurité-là de se dire, si quelque chose se passe mal à un moment, si jamais on doit reprocesser certaines déclarations parce qu'on a eu un incident de référentiel, parce qu'il y a les clusters qui sont tombés ou quoi que ce soit, on est capable de le faire rapidement. Oui, vous pouvez recréer un nouvel environnement. Exactement. Dans un nouveau compte par exemple, et retraiter tous les fichiers qui ont été historisés sur S3. Exactement, et si nécessaire, on peut doubler la capacité d'infrastructure pour aller 2 fois plus vite qu'avant et pour rattraper le retard. Donc ça nous a énormément sécurisé là-dessus aussi d'un point de vue opérationnel. Et d'un point de vue sécurité, comme je le disais, il y avait aussi l'enjeu d'être auditable pendant 10 ans, et donc du coup d'avoir de l'archivage et du backup de données qui soit sécurisé, notamment vis-à-vis des attaques malveillantes qu'il peut y avoir. U-Rate, c'est notamment particulièrement sensible aux attaques de type rançongiciel, et là les technologies S3 nous ont pas mal sécurisé, puisque du coup ces 350 teraoctets de données, aujourd'hui on les réplique. Ils sont pas accessibles. Ils sont pas accessibles publiquement, et même si quelqu'un réussit à accéder à un compte privilégié au sein d'AWS, nous on les a répliqués en multi-région sur la zone de Paris, et dessus on a pu les stocker en mode Deep Archives, ce qui permettait d'avoir des coûts d'exploitation qui soient cohérents, mais qui en même temps répondent à notre enjeu de sécurisation de la donnée avec de la gestion de gouvernance de la donnée et de l'insuppressibilité de ces données-là pendant des délais légaux. Oui, et sans doubler les coûts non plus. Et sans doubler les coûts, tout à fait, qui était un gros enjeu pour les 350 teraoctets de données, effectivement. Et qui ne font qu'augmenter. D'autres bénéfices ? Oui, effectivement, du coup, comme on l'a dit, l'objectif de la SACEM, c'est de répartir un maximum de droits auprès de ces endroits et de ces mandants, et d'en garder le moins possible en tant que frais de gestion. Donc les coûts d'opération de la plateforme sont une donnée qui est extrêmement
scruter et qu'on essaie d'optimiser au maximum, puisque la particularité du online, c'est que la volumétrie de données augmente plus vite que les chiffres de collecte. La collecte augmente exponentiellement, mais la donnée augmente encore plus vite. Ce qui fait qu'on a un énorme enjeu autour des coûts de processing de l'infrastructure. Et AWS, via les services managés qu'elle nous propose, qui nous permet de réduire les coûts d'exploitation, et également vis-à-vis de l'élasticité dont ça nous permet pour démarrer des infrastructures à la demande, puis les éteindre derrière et être facturé à l'usage, ça nous a permis de réduire les coûts infrastructure et exploitation par 5 au moment de la migration, ce qui nous permet d'optimiser au maximum les coûts de processing qu'on peut avoir sur l'online. Réduction des coûts, réduction des temps de processing, enfin tu décris un monde parfait, c'est quoi la petite bête? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu? Alors, comme je l'ai dit, la partie reprise de données était extrêmement compliquée. Data sync et DNS qui vous ont posé des problèmes. Exactement. Après, on a eu un bon accompagnement de la part d'AWS pour monter sur cette technologie-là. Et également, à la SACEM, on avait la force d'avoir de l'expérience sur AWS. Ça fait déjà maintenant 6 ans qu'on est sur AWS avec des infrastructures qui sont en place, un CCOE qui a pu vraiment nous aider, nous accompagner sur la montée en compétences. D'accord, c'était pas votre premier projet. C'était pas le premier projet de la SACEM. L'équipe qui était en place sur la plateforme existante n'avait aucune expertise sur AWS, mais on a pu les accompagner et les faire monter en compétences pour à la fois être capable de développer sur AWS et être capable d'exploiter une plateforme sur AWS. Et donc c'était ça un petit peu l'inconnu, l'enjeu à résoudre. Et ça s'est plutôt bien passé, puisqu'aujourd'hui la plateforme tourne depuis 5 mois sans incident majeur. Mais maintenant que vous êtes dedans et que vous voyez la panoplie de services à votre disposition, plus de 300 services, est-ce que ça vous donne des idées pour essayer d'autres choses? Effectivement, un gros avantage d'AWS, c'est que ça nous permet d'exploiter des technologies de pointe très avancées, sans avoir besoin de tirer une expertise technique au sein de la SACEM très poussée. Alors évidemment, il faut maîtriser les services que l'on met en place, il faut être capable de comprendre comment ça fonctionne, mais il n'y a pas besoin d'avoir 3 DevOps disponibles H24 pour maintenir un cluster de base de données ou ce genre de choses. AWS le gère pour nous et nous fournit les outils pour l'opérer entre guillemets à coût réduit. Donc ça nous ouvre énormément d'opportunités en termes d'exploitation, notamment de la donnée. Là où il faut rester prudent, c'est que historiquement on a été dans le travers d'avoir trop de technologies différentes pour répondre à des besoins qui n'étaient pas forcément toujours extrêmement primordiaux ou extrêmement contraints par rapport à la technologie. Donc on essaye quand même de garder une certaine rationalisation dans nos choix d'architecture, mais AWS nous permet de tester des choses et de valider qu'on en a réellement besoin sans avoir à tirer énormément de complexité de mise en place pour avancer. Et notamment tout à l'heure j'en parlais dans le cadre de la refonte de la BI sur YouRight, on s'est tourné vers la technologie Athena qui nous permet de manière très simple d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue très économique en termes de coûts de profiter de l'avantage du Big SQL sans avoir à tirer des technologies dédiées qui seraient très coûteuses à opérer et à maintenir. C'est l'idée de pouvoir innover, de pouvoir tester une idée assez rapidement sans nécessairement devoir acheter des serveurs ou du bare metal pour une longue période de temps, tester son idée, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on arrête de payer aussi pour cette partie-là. Exactement. Passionnant cette discussion sur, je crois que ça va être le titre de cet épisode, un pipeline de données, un ETL à 600 millions d'euros par an, c'est un chiffre qui marque 350 téras de données et qui grandissent, des coûts réduits, des temps de traitement réduits et une modernisation de la plateforme en général, une remise à niveau, une modernisation de la plateforme avec de l'infrastructure as code, du CI/CD, du monitoring, de l'élasticité, c'est difficile à dire, dans le cloud. Merci Bastien Fiorentino, tu es Tech Lead Migration à la SACEM, société de gestion des droits d'auteur. Je vais essayer de ne pas en dire plus parce que sinon je dirais une bêtise. Ici en France, on était dans vos bureaux aujourd'hui pour enregistrer cet épisode du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.